Nous allons maintenant prendre la première thématique de cette émission pour parler des mobilisations de plus en plus perceptibles dans certains pays du continent contre la France. Au Burkina, les populations ne veulent plus entendre parler de Paris dans leur pays accusé de parrainer les terroristes au Sahel. La France doit tout simplement dégager et laisser libre cours aux pays de la région de s'occuper eux-mêmes de leur sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Nous avons la chance d'avoir Nestor Podassé qui est justement au Burkina, qui a vécu cette semaine cette mobilisation qui vient pratiquement à la suite d'autres mobilisations. Nestor Podassé, est-ce que vous pouvez revenir dessus et nous dire concrètement que veulent les populations du Burkina Faso? Merci beaucoup pour la parole que vous me donnez. Merci pour brillante intervention de Banakani, Linda et autres. Et avant de rentrer dans les détails, c'est pour vous dire que qu'est-ce que la population burkinabé veut à l'heure actuelle où nous sommes? S'il vous plaît, il ne faut pas m'arrêter. D'accord, je vous en prie. Allez-y, Nestor, on ne va pas vous arrêter. Il faut juste seulement que nous laissons aussi la possibilité à d'autres intervenants de parler. Des choses, l'ambassadeur idiot inutile qui est à Ouagadougou ici, M. Luc Alal, doit bouger ses clics et ses claques. Sans délai, il est déclaré personnel non grata par le peuple burkinabé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous demandons la fin des accords militaires avec le Burkina Faso immédiatement. Les bases militaires françaises à Cameroun ici n'ont qu'à plier bagages. Les mercenaires français qui sont ici au Burkina Faso là. Comme eux disent que les soldats russes sont des mercenaires, nous aussi nous leur disons que les soldats qui sont à Ouagadougou ici sont des mercenaires. Parce que c'est eux qui forment les terroristes, c'est eux qui les ravitaillent, c'est eux qui leur servent de logistique pour déstabiliser le Burkina Faso. Donc, la France est un pays terroriste, est un État voyou, avec des représentants voyous, idiots, inutiles, qui est dont l'un est Luc Alal, l'ambassadeur qui est à Ouagadougou ici. Alors, il faut appeler chien, chat. Il ne faut pas qu'on va masser sur les mots. Cette politesse-là, ça nous a amené où? Cette gentillesse-là, ça nous a amené où? Il est temps qu'on se réveille et qu'on dit les choses telles qu'elles sont en face. Il ne faut pas qu'on va se leurrer. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, nous appelons le président Sandaogo à rejoindre le peuple dans sa lutte. Voilà. Vendredi qui vient encore, nous ressortons pour une autre manifestation. Si nous avons été empêchés et gazés, puisque nous avons décidé de sortir maintenant chaque vendredi jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut, on ne rentre plus à la maison. Chaque vendredi maintenant, on est dehors. Dès qu'on finit la prière de vendredi, on se dirige vers l'ambassade de France et puis le consulat de France qui est à Bobo-Dioulasso. Jusqu'à ce que l'ambassadeur quitte. Après, les accords militaires doivent prendre fin. Troisièmement, M. Henri Sandaogo doit rejoindre le peuple dans la lutte. Ou à défaut, il laisse sa place à un courageux qui va nous rejoindre, on va faire le combat ensemble. Ou bien il peut me mettre moi-même à sa place, s'il n'est pas courageux pour prendre les décisions courageuses. Voilà, parce que moi je n'ai pas peur de la France. Je dis la vérité en France, vis-à-vis, et puis on avance. Alors, on quitte là-bas. Quatrième point, c'est les soi-disant experts coopérants qui sont dans tous les ministères. Au Burkina Faso, dans toutes les directions, il y a des techniciens français qui sont des espions et en même temps source d'aliénation de notre institution. Donc, notre État est sous-traité. Nous ne voulons pas de cela. Donc, voici les 4 principales revendications d'abord. Si, après, nous allons passer au 5e point, qui est le franc CFA. Mais en attendant, l'ambassadeur doit partir et puis les militaires français doivent partir. Ça, c'est le plus urgent. Parce que pour lutter, pour quitter franc CFA, il faut être en vie. Donc, si on ne quitte pas les accords militaires avec la France, on ne peut pas être en vie pour revendiquer quitter le franc CFA. Donc, pour le moment, ce qui est urgent, les mercenaires français, les voyous français qui sont ici doivent quitter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'ambassadeur qui est idiot, inutile, là, doit quitter aussi. Voici les plus urgents qui sont là pour le moment. À l'heure où je suis en train de parler, les Maliens sont en pleine manifestation. Ils ont donné 72 heures.
à l'armée française de quitter Gao. Le 17, le peuple du Niger va ressortir encore pour dire à la France de partir. Barkhane et Takuba n'ont pas quitté le Niger. Nous aussi, on va sortir le vendredi 19 août à 14 h. Et c'est parti chaque vendredi jusqu'à la satisfaction. Tant qu'on n'est pas satisfait, on n'arrête pas. Chaque vendredi, on sort. Chaque vendredi, on sort jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Voilà. Si ceux qui sont au pouvoir ne vont pas nous rejoindre, nous-mêmes, on va prendre la place et puis on va mettre la France dehors. Parce que c'est eux qui sont le blocage aujourd'hui. Si moi j'étais à la place de Damiba aujourd'hui, même je signe le départ de la France. C'est aussi simple comme bonjour. La France n'est rien. Merci beaucoup Nestor Podassé. J'ai pris l'engagement de ne pas vous couper, mais je savais compter sur vous, bon, sachant que vous pouvez aussi dire des choses autrement. Alors, on vous retournera la parole tout à l'heure. Alors, Linda Larbaoui, alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous comprenez ces mobilisations qui se passent actuellement au niveau du Burkina Faso? Hier, c'était le Mali. Est-ce que vous comprenez aussi les raisons de ces manifestations populaires? Que je comprends, tout simplement, c'est que notre jeunesse a envie de vivre normalement. Notre jeunesse sait sur quoi elle est assise, que le monde entier profite de l'Afrique, il y a qu'elle qui ne profite de rien. Cette jeunesse qu'on a sacrifiée plus d'une fois, et qu'on continue à vouloir sacrifier. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est générale, que ça soit l'Afrique francophone, anglophone, parce qu'on parle jamais du Commonwealth qui fait beaucoup de mal. Donc cette jeunesse qui est rejetée en Europe. Monsieur Mbelek, je pense qu'il sait de quoi je parle, puisque lui-même a vécu en Europe, il a vécu en France. Donc on a des Marine Le Pen qui sort et qui nous crachent dessus. On a des Zemmour qui sort aussi, qui nous crachent dessus. On est insulté de partout. On nous parle d'une aide qui n'est finalement pas une aide. C'est tout simplement, c'est 0,01% de ce qui pige chez nous. Donc, bien sûr que je comprends cette révolte. Je la comprends. Moi, j'ai vécu, je vis en Europe. Je vois comment j'ai subi pour avancer dans ma vie. Mon fils a le même problème aujourd'hui, c'est-à-dire dès qu'on sait, pourtant son papa n'était pas algérien, je dis il était pas parce qu'il est décédé, il a un prénom et un nom européen, mais dès qu'on sait que sa mère est algérienne, elle est africaine, il est fusillé. C'est pas normal ce que nous vivons. Et ces gens-là, il faut qu'ils comprennent qu'ils vivent avec nos richesses. On n'a pas besoin d'eux. Alors, de temps en temps, comme récemment Macron, il vient, il parle d'1 million d'euros. C'est quoi 1 million d'euros pour développer une agriculture dans un pays aussi important que la Guinée-Bissau? Mais c'est du foutage de gueule. Donc, cette jeunesse qui est révoltée aujourd'hui ne demande qu'une chose finalement. Elle demande de pouvoir vivre normalement. C'est-à-dire quoi? Avoir un travail, avoir un vélo, une mobilette, une moto pour aller à son travail, ou voir sa ville se développer. Il n'y a pas d'infrastructure en Afrique. C'est pas normal. Il n'y a pas d'école. Il y a pas. Récemment, j'ai une amie qui m'a envoyé, qui est togolaise, elle m'a envoyé des photos d'écoles au Togo, mais c'est scandaleux ce que nous voyons. Après, on est arrivé à un point maintenant où tout le Sahel est envahi par, je le sais, par les autorités algériennes, ils l'ont publié récemment. Il y a 30 groupes terroristes qui sont alimentés en armes, plus que l'armée malienne. Tout à l'heure, je parlais de munitions. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme armes. Si vous n'avez pas les munitions, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ils sont alimentés en moto, ils sont alimentés en carburant, ils sont alimentés. Et pendant ce temps-là, ils viennent piller le sac de riz qu'une famille a réussi à avoir difficilement en travaillant très dur, s'il y a le père ou le frère qui trouve du travail. Mais nous ne demandons rien, nous demandons à ce qu'on puisse vivre normalement, parce que j'avais besoin d'aller en Europe, je n'avais pas besoin de ça. C'est le terrorisme qui m'a envoyé
renvoyer ailleurs de chez moi. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Sachant tout ce qui est pillé en Afrique, ce n'est pas normal. Donc cette jeunesse l'a vraiment compris aujourd'hui. Elle ne veut plus subir. Elle veut subir pour développer son pays. Elle veut subir pour avoir une vie qui est normale. J'utilise le mot normal parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse avoir. Est-ce que c'est normal qu'un Malien qui habite vers la frontière de l'Algérie ne puisse pas aller se soigner parce qu'il n'y a pas de centre de soins à côté de chez lui? Il faut qu'il aille à Bamako, il faut qu'il fasse plus de 1000 kilomètres. Pourquoi? Parce qu'il y a des terroristes qui sont venus, encore une fois, ils ont été parachutés. Il y a Marine Le Pen qui est sortie pour dire nous avons jeté des armes aux djihadistes en Libye. C'est pas moi qui le dis, c'est des Européens qui le disent. Donc tout simplement, notre jeunesse veut vivre normalement. Je vais rajouter aux droits de l'homme. L'opération Sirli, c'était quoi? Eh ben justement, c'est des Libyens qui se sont retrouvés dans une guerre et qui allaient jusqu'à la frontière égyptienne pour essayer de faire de la contrebande de gasoil, de riz, de café. Ils ont été bombardés 120 fois. La France les a bombardés 120 fois. Elle a tué des civils, soi-disant des terroristes, pour justifier sa présence en Libye. Et ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les Libyens, ils sont en train de dire stop. Il y a la population libyenne qui dit on a compris les enjeux, on a compris ce qui arrive chez nous. Donc, on veut arrêter tout ça. Ils veulent plus entendre parler de tout ça. Il y a les Maliens pareil. En Mauritanie, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Et je reviens aussi les droits de l'homme. Le Sahara occidental, en 75, on les a bombardés avec des armes chimiques. Personne n'a rien dit. Récemment, qu'est-ce qu'ils faisaient ces migrants au Maroc à essayer de passer en Espagne? Si le Soudan ou si le Niger était stable, tout ça, ils avaient pas à les mourir et être tués par l'armée marocaine à la frontière de Melilla. Donc cette jeunesse, on est en train de la perdre et c'est ça qui me fait mal. C'est pas l'or. L'or, il y en a au Mali, il y en a en Algérie, il y en a partout. Le gaz, le pétrole, il y a au Cameroun, il y a au Sénégal, on a partout. C'est notre jeunesse qui est en train de mourir. Pourquoi? Pour qu'un Européen s'achète une voiture, prend un crédit pour payer sa maison. C'est ça qui n'est pas normal. Ce qu'ils sont en train de nous faire qui n'est pas normal. Mais que la population du Burkina sorte pour dire stop, stop. Qu'est-ce qu'il y a au Burkina? Il y a 300 Français militaires. Pourquoi 300? 300 parce que c'est les forces spéciales qu'il y a là-bas. De quel droit on ramène des forces spéciales dans un pays comme ça et on leur dit nous sommes là pour votre sécurité? Pourquoi nous sommes des incapables? Nous sommes capables pour laver les toilettes des Français en France, mais nous ne sommes pas capables de nous défendre. Est-ce que c'est normal ça? Avec des diplômes. Je connais plein de jeunes. J'ai tenu un restaurant africain à Paris. Et je connais plein de jeunes qui ont des diplômes, des véritables diplômes et qui ont des capacités, on les sacrifie. Et c'est ça qui n'est pas normal. Donc cette jeunesse qui se révolte aujourd'hui, elle ne se révolte pas parce qu'elle veut agresser, elle se révolte parce qu'elle se sent agressée. Et quand je discute avec les jeunes de banlieue, ils me disent on en a marre de voir nos parents ont subi, nos grands-parents ont subi, et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que cette jeunesse sorte, s'exprime et fait comprendre clairement qu'elle ne veut plus vivre ça. C'est terminé. Le jeu est fini, comme l'a dit le président chinois, il l'a dit le jour où il a rencontré Poutine. La même semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'ONU, il a sorti son veto et les Américains étaient surpris. Et il lui a dit le jeu est terminé. C'est à partir de là que les choses ont commencé à changer. Maintenant, je vais revenir, qu'est-ce qui se passe au Sahel. Monsieur le professeur, tout à l'heure, il a parlé de 2010 et le Cameroun était un havre de paix. Oui, c'était un havre de paix. En 2010, c'est là où l'histoire du gazoduc qui part du Nigeria qui a démarré
et on découvre aussi du gaz au Cameroun et dans toute la région. Et c'est depuis qu'on nous a pourri la vie à nous parler du terrorisme. Il s'est passé quelque chose de très important hier à la demande du Portugal. L'Union européenne s'est réunie et ils ont dit à la France stop. On ne peut pas attendre que ce gazoduc Midgaz passe par la France. Donc il y a une partie qui passe par l'Italie et l'autre partie qui va passer par l'Espagne. Et la France nous a déclaré la guerre à cause de ce gazoduc parce qu'elle voulait devenir la plateforme pour que toute l'Europe dépende d'elle. Donc tous les Mouchao, le Boko Haram c'est fabriqué au Maroc. Et le Maroc joue un rôle très important dans ce qui se passe. Quand j'avais dit les Marocains n'auront rien à craindre par rapport à tous ceux qui sont morts à la porte de Melilla, le temps m'a donné raison. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de mal de l'Afrique, qui vient du Maroc. Le Maroc, c'est le royaume du maréchal Lyoté. C'est le maréchal Lyoté qui a fabriqué le Maroc en 2012. Il y a eu la Première Guerre mondiale à cause de ça. Et on a continué et il y a eu l'opération Safari Club qui s'est monté au Maroc pour dégager l'Union soviétique. Et tout ce qui se passe dans le Sahel, on l'a déjà vécu en 78. Le Liad Agrali et compagnie, tout ça, ils y étaient déjà dans le Sahel. Ils agressaient les Algériens et les Maliens depuis. Donc rien n'a changé depuis cette époque-là. Et pour vous répondre, encore une fois, notre jeunesse veut avoir une vie tranquille, paisible, à s'occuper de leurs parents, se marier, avoir un petit travail qui leur permet de vivre normalement. C'est tout ce qu'on demande. Bah oui, merci beaucoup à vous, madame. Alors, docteur Bassi Lequin, accusé de parrainer les terroristes au Sahel, les populations au niveau du Burkina, et après les populations maliennes, il y a quelques semaines aussi, appellent la France à dégager de leur pays. Comment est-ce que vous, je voudrais pas dire comment vous comprenez, quelle est un peu votre lecture de cette mobilisation de la jeunesse africaine aujourd'hui face à la France? Est-ce que vous avez le sentiment que la France est comptable de la montée en puissance du terrorisme dans le Sahel aujourd'hui? Oh que si! Est-ce qu'il y a le moindre doute? Oh que si! Et comment ça, docteur? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je peux expliquer simplement par le fait que la France, vous permettrez que pour l'éclairage de nos téléspectateurs, je remonte un peu en arrière. Allez-y, vous docteur. savez, sous la colonisation, le colon avait le monopole de l'information. Et on prétendait que c'était la France éternelle, généreuse et civilisatrice qui apportait le bien-être aux Africains. Mais que malgré ça, les nègres étant les nègres, eh bien on a du mal à les faire avancer. Et puis l'ère des indépendances est venue. La France est le seul colonisateur de l'histoire qui a donné des indépendances en miettes. Eh bien, vous aurez droit à une diplomatie, à condition que je décide de ce que vous ferez avec cette diplomatie. Vous aurez droit à une armée, à condition que ce soit moi et moi seul qui permettent d'armer, d'équiper cette armée. Vous aurez droit à un gouvernement, mais quand un ministre ne nous plaira pas, vous l'enlèverez. Et si le président n'est pas content, on commencera par le tuer. C'est ça les accords de 1959. Et pendant longtemps, comme il n'y avait que la presse parisienne pour informer les Africains, eh bien il y a des choses qui sont passées et d'autres qui sont mal passées. Et aujourd'hui, je dois modestement dire, un peu grâce à Afrique Média, nous avons commencé à éveiller les Africains. Nous leur avons dit que les accords de 1959, c'est un véritable crime humain. Parce que vous ne pouvez pas dire à des pays à qui vous prétendez donner la souveraineté,
que vous allez continuer de gérer leur monnaie, que toute intention politique, économique, culturelle que ces gouvernements veulent entreprendre sur leur pays supposé souverain, ils doivent en informer la France avec des délais bien précis. Et ceux qui lisent les réseaux sociaux, vous avez vu, ces accords prévoyaient en plus que chaque fois qu'un pays africain a fait du commerce international, eh bien 10% de ses recettes soient reversées au trésor français. Ça, c'est dans la presse, dans les réseaux sociaux, c'est un ancien président africain et président de l'OUA qui a sorti ce lapin-là de son chapeau. Eh bien, donc, pendant longtemps, nous ne pouvions pas nous exprimer. Et puis, progressivement, le monde changeant, même le langage lénifiant qui consistait à dire, à défaut de vous coloniser, nous vous envoyons des coopérants, grâce auxquels, par miracle, vous allez vous développer. Et puis après les coopérants, ça n'a pas marché. Ah oui, là maintenant, nous allons coopérer différemment. Mais nous gardons votre monnaie, nous gardons votre pouvoir économique, et comme ça, nous sommes sûrs que vous resterez éternellement sous-développés. Évidemment, ils ne nous le disent pas. Mais aujourd'hui qu'on peut accéder à tous ces documents, à toutes ces informations, aujourd'hui qu'une télévision panafricaine comme Afrique Média peut permettre d'évoquer ça au profit des Africains, eh bien, M. Macron parle du sentiment anti-français. Je vous assure que c'est de la haine anti-française. La France a tellement fait du mal aux Africains que je ne sais pas ce qu'elle peut faire pour se racheter à leurs yeux. Donc, et non content de ça, puisque les Africains commencent à s'éveiller, eh bien, elle organise du terrorisme pour que les gouvernements, par crainte, s'en remettent encore davantage à elle. N'est-ce pas quand les Maliens ont appelé Barkhane, ou ce qui tenait lieu de Barkhane à l'époque, on croyait que c'était du bien. Et quand M. Hollande est venu au Mali, les Maliens ont applaudi des deux mains que l'armée française vienne les aider à lutter contre le terrorisme. Or, on ne libère pas un pays du terrorisme depuis l'étranger. Il fallait simplement laisser aux armées maliennes la possibilité de le faire. Et quand Barkhane est arrivé au Mali, les choses ont empiré. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est connu de tout le monde. Au bout de 9 années de présence, il y a eu encore plus de morts et de saccages et de malheurs et de décès et de la souffrance au Mali que vraiment sans concertation, sans s'être préparés, eh bien les Maliens ont dit aux armées françaises, s'il vous plaît, libérez notre pays de votre présence. Et évidemment, en s'en allant du Mali, il y a un président au Niger qui dit, ah, messieurs les Français, vous êtes les bienvenus chez moi. Il y a au Burkina, il y a ailleurs, et voilà ce que les jeunes Burkinabés disent. Messieurs les Français, vous nous avez fait beaucoup de bien. De grâce, arrêtez de nous faire ce bien. Mais si c'est la France qui se sacrifie pour les Africains, bon Dieu, que perd-elle à s'en aller? Si elle ne s'en va pas, c'est bien parce que, entre les discours officiels et la réalité des terrains, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. C'est même loin d'être la même chose. La France a aujourd'hui la 3e plus grande réserve d'or au monde. Vous pensez qu'elle a de l'or sur son sol? Non. Simplement, avec les réserves africaines dans son compte d'opération, eh bien, elle place cet argent et le convertit en or. D'autant plus que les accords de 1959 ne l'obligent pas à rendre des comptes sur la gestion de ces opérations. Et, bien entendu,
bien entendu. La plupart des gouvernants qui ont géré nos pays, c'était des suppôts de la France. C'était des amis de la France. Vous savez, quand on voit M. Ouattara, vraiment on se demande si c'est un Africain. Pour lui, la France, c'est un peu comme le paradis sur terre, et l'Afrique devrait tout sacrifier au profit de la France. Avant lui, il y a eu M. Houphouët-Boigny. Avec M. Houphouët-Boigny, il y avait M. Senghor, M. Ahidjo, et tous ces gens-là. Eh bien, la jeunesse africaine, comme vient de nous rappeler Mme Larbaoui, eh bien, la jeunesse dit, basta, c'est assez, c'est suffisant. Parce qu'on a vu les Américains pendant plus de 30 ans massacrer de Vietnamiens parce qu'ils voulaient faire le bien du Vietnam malgré les Vietnamiens. Défolier des forêts entières, des milliers d'hectares de forêts, les Américains ont défolié. Ça, c'est encore un crime des droits humains. Mais, madame, je ne sais plus comment vous l'appelez, regardez ailleurs. Aujourd'hui que le Vietnam s'est libéré de l'Amérique, eh bien, je vous assure, hein, j'ai lu quelque part, les Américains sont en train de solliciter du Vietnam une coopération avec eux. On a vu les Américains saccager la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, eh bien, vraiment, messieurs les Occidentaux, vous avez fait trop de bien à l'humanité. Mais l'humanité vous dit merci, c'est assez. En tout cas, pour ce qui concerne l'Afrique, les jeunes burkinabés n'ont fait que le premier pas. Vous pouvez être sûr, d'autres jeunes de d'autres pays d'Afrique suivront le pas. Et il vaut mieux que vous vous en alliez avec le bonheur que vous nous apportez, comme les Américains sont partis et le Vietnam continue d'exister en mieux, et non pas comme du temps de la présence américaine. Merci beaucoup à vous, docteur Basilekin. Alors, Issa Diawara, il y a un troisième sujet, enfin le deuxième sujet de l'émission qui nous attend. Donc, on va essayer un peu de faire l'économie du temps. Merci. Alors, je vous donne la parole en vous posant ces questions en partant de ce que le docteur Basilekin disait, que ce qui se passe actuellement au Burkina après le Mali, ce n'est que le premier pas de la jeunesse africaine. Alors, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette mobilisation, ces manifestations populaires sont à même de gagner un certain nombre de pays africains aujourd'hui qui pensent pouvoir prendre à main leur propre sécurité, leur lutte contre le terrorisme qui sévit dans un certain nombre de pays? Effectivement, je vais vous dire, cette lutte ne peut s'arrêter. Ça va continuer jusqu'à l'aboutissement total. Avec ou sans nous, cette lutte, ça doit continuer. De toute façon, je ne crois pas que l'Afrique puisse amorcer quelque chose qui va s'arrêter. Au niveau de tous les peuples, quand vous prenez l'histoire en tout cas, des différents peuples du monde, à chaque fois qu'il y a une telle prise de conscience, il n'y a rien pour étouffer. Tout ce que l'Occident peut faire, c'est peut-être retarder ce qui est en cours, mais dire stopper cela, l'Occident n'a aucun moyen de stopper cela. Je vais vous dire que la France, si la France est vomi partout et que les peuples africains se réveillent, c'est bien sûr parce que la France est en train de parler du terrorisme en Afrique ici. C'est de cela qu'il est question. Si la France ne parle pas le terrorisme, ça n'allait jamais être le cas. Au plateau, le professeur a bien fait de le rappeler. En 2012, les Maliens avaient accueilli pourtant la France à bras ouverts, malgré tout le passé que nous avons eu. Mais si la France en 2012 avait fini avec le tourisme, il n'y allait pas avoir de problème. Mais ce qui est même bizarre, en 2012, quand la France a intervenu, il n'y a presque pas de terroristes que la France a tués. On dit que c'est une opération sans image. C'est très bizarre. C'est la France qui a mené ces terroristes-là depuis la Libye, qui les a armés.
mais ensuite qui a créé des prétextes pour qu'elle soit appelée. Parce que n'oubliez pas, quand le capitaine Amadou Assanogo avait fait son coup d'État, la France, par le canal de la CEDEAO, par cette pression qu'il vient de mettre sur le colonel Goïta, ils avaient exercé cette même pression sur le capitaine Assanogo, de sorte que c'est un ancien, ils ont dit retour à l'ordre constitutionnel, c'est bien sûr un homme de la France qui est revenu à la tête de la transition du Mali et qui avait sollicité l'intervention française, laquelle on n'a jamais vu des terroristes que la France a tués. Et pire, quand la France est établie totalement et qu'elle a empêché le Mali d'aller à Kidal, c'est la France qui a entraîné tous ces terroristes. L'État islamique au Grand Sahara n'existait pas à l'époque. C'est la France qui a fabriqué ces choses. Donc, il est normal que les populations au niveau de l'Afrique se soulèvent contre cette présence de la France. L'image, vous savez, l'image qu'on avait de la France, même quand la France arrivait en 2012, c'est que c'était un pays, peut-être un pays puissant. Vous vous souvenez des films hollywoodiens que les Africains suivaient, qu'on nous a fait suivre, où on voyait des commandos américains détruire tout un pays. Donc, quand les France arrivaient, les Maliens lambda pensaient avoir affaire à une puissance qui allait neutraliser le terrorisme en 2 semaines. Mais au contraire, quand la France arrivait, c'est devenu du cancer. Hein? Les cancers qui n'étaient peut-être qu'au niveau du doigt, mais qui a occupé presque tout le corps entier. Il ne restait plus que les pieds quand le colonel Goïta a décidé de prendre le pouvoir. C'est de cela qu'il est question. Donc la France est promise parce que tout simplement, c'est l'absence de résultats. La France a été mise à l'épreuve. Et ce qui est encore bizarre, c'est l'adaptation des terroristes à la montée en puissance de l'armée malienne, par exemple. Comment expliquez-vous le fait que les terroristes puissent avoir des drones actuellement? Tout simplement parce que le Mali a des radars, le Mali a des avions, donc les terroristes aussi doivent avoir des drones. Mais ce n'est pas des terroristes qui ont des... Ce n'est pas le petit berger autre là qui a été enrôlé qui peut s'offrir un drone. D'où sortir ces drones? D'où sortir ces équipements de dernière génération? C'est bien sûr la France qui s'est adossée au Niger. N'oubliez pas que l'attaque de Tessit a été partie du Niger. C'est de cela qu'il est question. Comment justifier la présence des troupes françaises en Afrique et tous ces chaos qui continuent en Afrique, des guerres civiles, de la famine et autres, avec tout son lot de conséquences? Et rien ne plaide à la faveur de la France. Tout ça fait que vraiment on ne peut pas vouloir la France. Nous voulons que la France parte et ensuite on va voir qu'est-ce que sera l'après-France. C'est de cela qu'il est question. Nous voulons voir l'après-France. Parce qu'on ne peut pas justifier la présence des troupes françaises en Afrique. Ça ne se justifie pas. Monsieur, quand la France a 350 militaires au Gabon, par quoi on va justifier cela? 900 en Côte d'Ivoire, 350 au Sénégal. Par quoi justifier de tels trucs? La France, pourquoi elle s'est fait gendarme d'Afrique? C'est là toute la question. Et d'ailleurs, dans chaque pays où la France est présente, nulle part, je mets quiconque au défi, la France n'a doté le pays des chars de combat. En plus forte raison d'avion. La France crée une dépendance sécuritaire, une dépendance militaire à sa présence. C'est de cela qu'il est question. La même chose que les États-Unis sont en train de faire au niveau du Japon. La France est en train de reproduire la même chose au niveau de l'Afrique. Donc, on ne peut pas comprendre ces choses. Comment comprendre, comment expliquer, interpréter les discours de M. Macron au niveau de la Guinée-Bissau, où il appelle carrément à un génocide contre une ethnie du Mali, à la haine raciale, à la haine ethnique? Est-ce qu'un président peut tomber aussi bas, faire fi de tous les canaux diplomatiques jusqu'à aller parler, indexer une ethnie sciemment et appeler au soulèvement de cette ethnie? Sachant bien sûr, Alain Foucault fait bien de le présider, que le président Ambalo Sissoco de la Guinée-Bissau, il est peuple. Qu'est-ce qu'il veut s'aimer au niveau de la CEDEAO? Tu dis que les Maliens sont en train de massacrer les peuples au Mali face à un président qui est peuple là-bas et aujourd'hui qui est président de la CEDEAO. Qu'est-ce que Macron veut faire? Moi, vous savez, dans tout ça, j'en veux beaucoup aux chefs d'État africains qui sont marionnettes. Mais je fais confiance au réveil de la jeunesse africaine, des peuples africains. Et cette émission d'Afrique Média, je suis convaincu que beaucoup de jeunes officiers sont en train de suivre, beaucoup d'Assimi Goïta qui dorment encore sont en train de suivre, et ils vont tout faire pour faire entrer leur monde dans l'histoire de l'Afrique. C'est de cela qu'il est question, c'est la seule façon d'arrêter la France. Il faut enlever les hommes de la France par la force. Aucune diplomatie, aucun moyen, autre moyen ne pourra faire dégager les hommes de la France. Il faut faire dégager les hommes de la France par la force. C'est de cela qu'il est question. Tous les moyens sont bons pour faire respecter les droits souverains, en tout cas l'émergence de l'Afrique, le réveil de l'Afrique.
ils ont de tous les moyens. S'il faut pactiser avec le diable, il le faut. Merci. Pour Issa Diawara, président Bandakani, avant de vous donner la parole, permettez que je transite par le professeur Jean-Paul Bellec. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, professeur, il y a un illustre chef d'État africain, je ne voudrais pas bien le citer, peut-être vous allez le citer tout à l'heure, le nommer, autant pour moi, qui a dit menace globale, réponse globale, parlant, voilà, le président Badakani l'a nommé. Alors, parlant du terrorisme, lorsqu'on essaie un peu de voir les populations sur le continent aujourd'hui, du moins pour ce qui est du Mali, et par exemple aussi le Burkina aujourd'hui, alors, chercher à faire partie du terrain de la lutte contre le terrorisme un acteur qu'on sait tout au moins engagé dans la lutte contre ces hors-la-loi que constituent les terroristes. Comment comprendre un peu cela? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une autre façon même d'affaiblir la lutte sur le terrain, sur le continent? Est-ce que ces pays, entre eux, ou peut-être à eux seuls, peuvent lutter contre le terrorisme? Ces pays n'ont pas le choix. La meilleure solidarité, c'est celle des voisins immédiats, avant d'aller chercher même le secours d'alliés lointains. Par exemple, dans le cas présent, nous avons la Russie, mais vous voyez, un accord Cameroun-Alger est très bienvenu. Lorsque je fais une rétrospective, pourquoi je fais une rétrospective? En 2012, les troupes françaises viennent au Mali. Issa Diawara l'a rappelé tout à l'heure. Il y a une lettre de Dioncounda Traoré. Il faut parler sur votre micro, s'il vous plaît. Il y a une lettre de Dioncounda Traoré, mais que nous savons que dans tous les cas, bon, le France-africain, comme il a dit, on savons que dans tous les cas, même s'il avait vraiment écrit cette lettre, l'armée française ne devait pas intervenir au sol. On demandait un appui aérien. Donc déjà, il y a eu abus. Donc quand le président Badakani parle de royautisme, franchement, des choses comme ça, on peut ajouter, quoi. Permettez-moi, ne me coupez pas, je vais revenir. Je vais appuyer ce qu'il dit, parce que même Nestor Podassé l'a dit. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des mots qui peuvent dépasser notre pensée, parce que même si l'autre est impoli, nous on doit être poli. Voilà. C'est vrai, mais quand même la rage existe, et nous subissons des choses depuis des siècles et des siècles. Sarkozy, c'est quoi? Je ne vais pas dire le mot, Sarkozy, c'est quoi? Lorsque ce monsieur, étant président de la France, il va au Tchad et il dit je vais les ramener en France, quel que soit ce qu'ils ont fait. C'est une insulte d'abord vis-à-vis de l'administration tchadienne. Parce que les faits s'étant déroulés au Tchad avec des enfants tchadiens ou soudanais, c'est au Tchad de juger. Et le Tchad était prêt à les juger. Mais lui, il dit que même s'ils sont coupables, il va les ramener en France. Il s'agissait de l'Arche de Zoé. Et il les a ramenés. Et il les a ramenés. Ça, c'est quoi? Bon, ok, c'est de la politesse, c'est de la gentlemanie. Vous voyez? Le contraire de gentleman, alors, c'est quoi? Bon, je ne dis pas le mot, Bon. Lorsque, plus tard, là, il s'agit de Monsieur Giscard d'Estaing. Donc, c'était avant. Monsieur Giscard d'Estaing. Parce qu'il vient avant Sarkozy. Voilà. Et enlève Bokassa du pouvoir. Et ramène dans les soutes d'un avion français un certain David Dacko en pyjama. Lorsque il prend la femme de Bokassa, vous n'allez pas me dire que c'est pas vrai. Et la met enceinte. Enfin un enfant. Dépossède Bokassa même de son château en France. Lorsqu'il tue Giscard, enfin je veux dire, quand on dit un président il ne tue pas lui-même, mais il donne l'ordre. Ça lui est imputé. Voilà. Lorsqu'il fait tuer Journiac, qui était un de ses... quelqu'un qui était sous ses ordres, un de ses ministres même. Un de ses valets, on va dire. En tout cas, un officiel français. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour une raison d'État. Non. Il le fait juste parce qu'il soupçonne Journiac d'avoir aussi, lui aussi, à son tour, eu des rapports avec l'impératrice, à savoir Madame Bokassa. Donc Giscard est jaloux. Il règle ses comptes par un assassinat. Un avion qui explose en plein ciel au nord du Cameroun. Ça c'est quoi? Ça c'est la gentlemanie, quoi.
Il a respecté les formes. Non. Donc, je peux continuer comme ça, répétition. Ça, c'est pour revenir. Maintenant, je reviens sur la question que m'a posée. Bon. Alors, donc, je veux que vous voyez la carte. Essayons de regarder en 2012. Il y a l'opération Serval qui arrive au Mali. Bon. On nous dit que les terroristes, enfin, moi je suis l'actualité aussi, ils quittent le nord du Mali, ils sont au niveau de Kona, ils vont mener à Ségou, et si on ne fait pas attention, ils seront à Bamako. Donc il y a urgence. Voilà donc les troupes françaises qui arrivent. Je veux savoir des gens qui sont déjà au centre du Mali. Comment ça se fait qu'avec l'appui aérien, ils n'ont pas été éliminés? Parce que dans la bataille de Kona, Liad Adgali, dont on a parlé tout à l'heure, était présent. Kona, c'est pas au nord. Kona, c'est autour de Ségou. Donc, il est parti où, Liad Adgali? Il est passé par quelle frontière? Attendez, je regarde. Hein. La Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Burkina. Parce que l'Ouest, il faut oublier. Toute la partie autour de Sikasso, la frontière ivoirienne, béninoise. Non, c'est pas là-bas. Ils n'ont pas atteint là-bas. Parce que pour arriver là-bas, il faut déjà passer par Bamako. Donc, ils sont passés par où? En Algérie. Les autorités algériennes peuvent les neutraliser. Ils sont passés par où? Le Niger? Oui. Parce qu'il y a une base militaire française. Ils surveillent l'uranium. L'uranium exploité par Orano aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque Areva encore. Oui, ils sont au Niger. Ils sont au Burkina? Oui, oui, oui. Il y avait Compaoré, fameux Compaoré, qui protégeait les touristes. Parce que c'est de Burkina que le MNLA, par l'armée française, va entrer à nouveau au Mali. Je rappelle ce qui est arrivé au MNLA. Moi, le MNLA, je connais un peu, hein. Parce que je répète encore ici que j'ai un frère Touareg qui était dans le MNLA. Il s'appelle Moussa Agassarine. C'est un frère à moi. En tant que Malien, je peux dire que c'est un frère à moi. J'ai été dans son village, à Taboué. C'est pratiquement à l'orée du désert. Avec son petit frère. J'ai fait une animation scientifique là-bas. On appelait ça une caravane scientifique. Donc je sais de quoi je parle. Moussa, je le connais bien. Son petit frère faisait partie de mon organisation. Son petit cousin, pas frère, cousin. Je ne vais pas donner les noms, j'ai déjà donné ici, je ne vais pas répéter. Toujours est-il que le MNLA avait été chassé du nord du Mali. Je rappelle les faits. Par le Moudjao et Akmi. Il y a eu confrontation armée. Vous voyez, on nous a rappelé ici une fois, ici sur ces plateaux, ici Afrique Média, on nous a rappelé une fois que l'armée française avait récupéré les armes à l'armée malienne et ne voulait pas le retourner en disant que c'était un butin pour le MNLA. Un butin pour le MNLA. L'armée française, c'est elle qui a mis les mains sur ses armes. Elle ne veut pas remettre les armes de l'armée malienne. Elle ne veut pas lui remettre les armes. Okay? Elle dit que c'est un butin de MNLA. Alors, donc si je dis la même chose, c'est l'armée française qui remet le MNLA au Mali à partir du Burkina Faso. Parce que le MNLA avait été défait militairement, il y a eu confrontation. Ils sont venus ensemble, mais ils ne se sont pas entendus. Et il y a eu confrontation entre Moudjao, à Gao, le MNLA a perdu définitivement. Parce que Kidal, ils avaient déjà été défaits là-bas. Avec en sardine de Liad Adgali. Et arrivé à Gao, ils ont été défaits aussi par le Moudjao, appuyé par Akmi. Donc, ils se sont retrouvés vers Ménaka. Donc vous ne tenez pas, ça a eu des terroristes pendant longtemps à Ménaka, hein, à l'époque de Ibeka. Hein. Ils sont retrouvés à Ménaka. Ménaka, c'est la frontière burkinabé. Hein. Et les trois frontières, c'est la même zone. Voilà. Donc l'armée française est coupable. Donc si les populations n'en veulent plus aujourd'hui, d'abord nous l'avons fait. Vous savez que déjà ça nous donne des rancœurs. En réalité, nous on peut cracher sur ces gens-là autant qu'on veut, hein, mais par politesse, on vous respecte. C'est vous qui faites la police ici sur le plateau. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que vous savez, quand nous pensons au Mali, il n'y a pas séparabilité, c'est le même problème. Mais qu'est-ce qui m'empêche de penser au Cameroun, même quand je n'étais pas né? Oumiobe, il est où? Hein? Moumié, il est où? C'est pas Bechtel qui a empoisonné Moumié, président Madakani, à Genève. C'est pas un agent français. Colonel. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Rien. Alors, pourquoi on ne peut pas s'enrager? Donc, aujourd'hui, à l'époque, on n'avait pas les médias comme Afrique Média, justement. Vous voyez, il y a un livre là. Il y a un livre qu'on a envoyé au président Madakani, je vais le montrer à nouveau. Le livre là. C'est sur Afrique Média. Donc, un travail a été fait depuis. Voilà. Ok? Le travail a été fait. Et il envoie au président Madakani, ça veut dire qu'à travers le président Madakani, reconnaît le mérite Dr Batseliken de tous ceux qui ont travaillé ici depuis plus d'une dizaine d'années. Et voilà, les résultats sont là. Et c'est ça qui fait que maintenant, la conscience africaine est ouverte. Et puis, nous sommes au XXIe siècle. Les choses vont à temps réel.
Ce n'est plus en retard de 2 mois avant que telle ou telle région du monde soit informée quand une chose s'est passée ailleurs. Donc ce sont les Occidentaux, en particulier les Français, qui sont en retard. Et l'humanité doit avancer. On ne peut pas continuer avec ce retard. Ils veulent maintenir les peuples en esclavage. Ce n'est plus tolérable. Les peuples aspirent à la vraie, totale liberté et souveraineté, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit au niveau politique et économique. Et nous aspirons à faire de grandes unités, comme nos ancêtres le faisaient déjà. L'Égypte ancienne, c'est un État-territoire. Or, aujourd'hui, l'État-territoire, c'est le continent africain. On ne peut pas faire moins. C'est que pour avoir une meilleure exploitation de nos ressources, pour le bien-être de nos peuples, pour éviter toutes ces actes terroristes, cette oppression imposée par cette 13 famille, qui, elle, je vous dis une chose, hein, ce n'est pas de la prophétie. C'est juste une analyse qui tient compte de tout ce que nous savons aujourd'hui. Okay? Et on peut maintenant projeter dans le futur. Ça s'appelle la prospective. Je vous dis une chose, hein, l'Afrique aura été libérée, qu'il se passera encore du temps avant que l'Europe soit libérée, en particulier l'Europe occidentale. Je m'explique pourquoi. Parce que les gens qui font l'ordre dans cette planète-là, enfin l'ordre qui s'appelle désordre en réalité, qui mettent le désordre, parce qu'ils avaient ordre mondial, en fait c'est le désordre mondial, ils habitent où? En Occident. Donc, si nous on s'en défait, ben, leur dernière position c'est où? Et ils vont maintenant, déjà là, les Occidentaux commencent à souffrir. Qui ils vont faire souffrir s'ils peuvent nous faire souffrir? Les Occidentaux. Comme ils le faisaient avant. Je vous rappelle que dans les années 50, les enfants en France travaillaient dans les mines. Oui. À Lille, les enfants travaillaient dans les mines. Dans les années 1950, c'est pas si vieux, ça fait pas 100 ans. Oui. On est dans les 70, 100 et quelques seulement. Les enfants qui ont vécu ça, certains sont encore en vie aujourd'hui. La silicose, il y en avait. Ok, les gens mouraient de ça. Il y avait des coups de grisou. Si je dis en France, dans les mines de charbon, les gens mouraient. Et ce n'est que avec l'exploitation. L'immigration n'existait pas qu'on en parle aujourd'hui. On accuse les Africains de venir en... Mais qui a commencé l'immigration? C'est pas les Français eux-mêmes, les Européens, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre pas chère pour pouvoir reconstruire leur pays après avoir détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et qui? C'est bien eux. Eh ben, retour à l'expéditeur. Quand nous, on se sera libérés, parce qu'on va le faire, c'est la roue de l'histoire qui tourne. Eux, ils ne seront pas encore. Et nous, ce sera encore à nous, la justice, pour professeur Kanta Diop, d'aller les libérer. Et on le fera de bon cœur. Vous savez pourquoi? Non. Nous, on mettra, parce que nous, on est contre l'esclavage. On ne comprend pas comment un être humain. C'est-à-dire que l'être humain est censé régner sur la planète. Peut-être sur d'autres planètes, il y a d'autres espèces qui règnent là-bas. Mais ici, la planète Terre, pour l'instant, c'est l'être humain. Oh, comment vous voulez qu'une espèce, c'est une unité, tout est né en Afrique, tout est parti d'Afrique, s'auto-détruise? Ça n'existe nulle part. Les lions peuvent se battre, parce que, bon, un problème de territoire. Mais c'est un lion contre un lion, hein. Oui. C'est pas tous les lions de la planète qui vont s'exterminer. Les seuls qui le font, c'est les humains, à travers ces talmudistes, comme moi je les appelle, parce que le Talmud, hein, c'est écrit. Maïmonide est le premier talmudiste. Lisez le guide des égarés. Hein? La dernière fois, j'ai lu une page ici. J'étais avec vous, n'est-ce pas? Voilà. Lisez le guide des égarés. C'est clair et net. Il n'y a pas que ce paragraphe-là. Hein. Le livre est bien, je l'ai bien analysé. Ce livre fait 1434 pages, 103 volumes. Ok? Redécouvert au XIXe siècle par un auteur germanique. Mais vous lisez le guide des égarés, vous comprenez ce qui se passe. Ces gens-là, nous ne pouvons pas... Nous, en fait, vous ne voulez pas dire les mots, mais c'est un combat à mort. On ne peut pas continuer à laisser le terrorisme, les gens se font égorger, les gens... Regardez, voilà, encore un autre acte, je ne vais pas dire le nom, le Niger. Comment peut-on exploiter l'uranium du Niger, l'emmener en France, mettre l'exciter, et le Niger reste dans la nuit noire, l'obscurité? Et les Français écrivent que le Niger est un des États les plus pauvres du monde. Alors qu'eux s'enrichissent à partir de l'uranium qu'ils prennent sans payer le prix au Niger. C'est pas civilisé. Donc comprenez que nos actions, nous motivons les peuples à prendre les armes. Ça vous gêne ça aussi? Bon, maintenant je vais expliquer. Non, ça c'est juste une question, je vais expliquer. C'est pas vous de répondre. Je réponds à la propre question. Peut-être très rapidement. Oui, très rapidement. Il faut qu'on donne la parole au président Bandakane. Hyper rapidement. Oui. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, hymne français. Oui. Pourquoi vous ne les condamnez pas? Maintenant j'ai fini. Alors, question. Merci beaucoup à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Vous êtes panafricaniste. Alors, président Bandakane, les mobilisations de plus en plus perceptibles dans certains pays du continent contre la France au Burkina après le Mali.
les populations du Burkina Faso accusent la France de ne rien faire contre les terroristes au niveau du Sahel et veulent voir tout simplement, ça c'est leur expression, la France dégagée. Alors moi je voudrais bien savoir comment est-ce que vous, à votre niveau, vous comprenez ces mobilisations populaires. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une mobilisation qui a la même perception au niveau des nombreux pays africains aujourd'hui? Vous êtes en face de l'articulation entre la pédagogie de la parole, qui est notre arme par excellence depuis 10 ans, et le peuple africain, qui devient ce que Karl Marx a appelé le peuple en armes. C'est-à-dire, quand le peuple se mobilise, il devient l'arme la plus puissante du monde. C'est le combat, c'est ce que nous faisons ici tous les jours. Voilà le fruit. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Voilà le fruit de ce que nous faisons ici depuis 10 ans. Il faut le dire, mon cher Sidik, parce qu'il y en a qui demandent, on me dit, oui, le président, monsieur, j'ai même appelé ce type-là président, hein? Le chef de voyous là. Non, c'est bien de l'appeler président, parce que c'est son nom, c'est ce qu'il est. Allons-y, président Badakani. Il était au Cameroun, il s'est auto-invité, il a supplié pour venir. On dit, président Badakani, on ne t'a pas vu, tu étais où? Je prends ça parce que c'est un argument que je prends pour... Ça va servir de base d'une analyse pour bien comprendre ce qui se passe. D'abord, nous n'avons rien à faire au Cameroun, parce que l'État camerounais est dans le combat. Personne ne peut discuter de ça. Personne ne peut nier. La présidence d'Afrique Média au Cameroun depuis 10 ans est la démonstration magistrale que le sommet de l'État du Cameroun est dans le combat. C'est pas comme ailleurs où les gens rejoignent le combat. Après qu'ils aient vu, observé et pris un temps qui correspond aux conditions spécifiques de leur situation dans leur pays. On n'avait rien à faire au Cameroun parce que nous connaissions ce qu'il attendait. On avait à régler ça avant. J'ai déjà dit ici que nous sommes dans la dimension géospirituelle de la lutte. Ce n'est pas au niveau de tout le monde. Je dis ça, c'est pas au niveau de tout le monde. Et on n'explique pas ça à tout le monde. Nous savons de quoi nous parlons. Alors, des gens ont lieu de faire leur travail. Nous parlons ici depuis tous les jours pour que les millions d'Africains s'élèvent. Que le président Badakani, que le doyen Basileki, que le professeur Jean-Paul Bellec et autres aillent se mettre dans la rue pour attendre un Tintin qui ne mérite même pas qu'on l'attende, ça ne produit rien. Mais quand des millions d'Africains sortent dans la rue, vous savez ce que ça produit. Vous voyez l'impact. Quand des gens sont sortis au Burkina Faso, au Niger, partout, pour dire qu'il n'y a pas le convoi français ne passe pas ici, vous avez vu l'impact. Ça a rendu fou le Tintin de l'Élysée. Ça a rendu fou. Donc, les mobilisations, j'encourage mon frère de Burkina Faso. J'ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, motion de soutien, on est là. D'accord, on dit, de tout cœur avec vous là-bas. Ne baissez pas les bras. Des millions d'Africains doivent s'emparer de ce mouvement-ci. C'est ça la puissance du combat pour l'africanisme. Mon cher Sidik. C'est parce que les instances qui dominaient la géopolitique mondiale ont compris qu'il y a une opinion publique africaine solide qui a été construite depuis 10 ans, qu'elles ne peuvent plus faire n'importe quoi. Il y a de la puissance dans la parole ici. Donc que les gens qui racontent n'importe quoi se taisent. Et ce mouvement est tellement puissant. Les gens ne savent pas quoi ils ont à faire. Nous l'avons dit 10 ans quand on commençait ici. Nous l'avons martelé que les Occidentaux ne savent pas à quoi ils ont affaire. Ils ne savent pas. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Je parle la phrase de quelqu'un. Le grand président Poutine, j'ai dit, les choses sérieuses, c'est dit, n'ont pas encore commencé. En fait, nous, on a fait 10 ans qu'on est ici. Est-ce qu'on bouge? Nous ne sommes pas fous. Donc, il faut que les gens qui n'ont rien à dire souvent se taisent. Et ils marquent leur lâcheté, qu'ils laissent tranquille, qu'ils ne fassent rien, qu'ils laissent ceux qui veulent travailler. Donc, les mobilisations populaires démontrent qu'on n'a pas affaire à un sentiment. Pour utiliser le discours du Tintin. Parce que quand il a insulté les Africains hypocrites, vous n'avez rien dit.
Vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas nous dire que monsieur, on ne parle pas comme ça ici. Vous n'avez rien dit. Nous avons fait des émissions sur... Non, mais alors, vous voyez très bien que monsieur... Écoutez, Sidik, mon cher ami, vous êtes un très grand journaliste, vous connaissez tout le respect que j'ai pour vous. Quand un président, soi-disant, prend une mobilette pour se rendre chez sa maîtresse, il utilise quelle méthode? Parce que nous, on va vous protéger. Hein. Je sais que le CNC vous guette. Donc nous, on n'est pas fou qu'on vient ici, on vous protège, rassurez-vous. Moi, je vous protège. Je ne ferai rien ici pour vous mettre en danger. Tout ce que je dis ici, là, je sais le quoi. J'ai les preuves de ce que j'ai dit. Je n'insulte pas. Nous avons été traqués ici pendant 10 ans, ils savent. Jamais on nous a coincés. Hein. On ne nous a pas coincés. Donc, quand un président prend une mobilette pour se rendre chez sa maîtresse, et on l'attrape, il est en train de faire quoi? Ça s'appelle voyoutisme. C'est pas une injure de dire ça. Quand un petit bonhomme prend l'avion, il vient dans un pays, il s'adresse au continent africain, il dit que les Africains sont hypocrites. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Il est dépassé. Il est aux abois. On l'a vu aux abois. Il était perdu. Il est foutu. C'est la puissance du travail que nous faisons ici depuis 10 ans, monsieur. Nous, on ne tire pas le fusil. On ne tire pas. Quand il faudra tirer le fusil, on va tirer. Nous ne sommes pas les terroristes qui sont dans la rue, qui tirent tout, comme ça. Non, c'est pas ça. Je vous dis que l'arme de la révolution, c'est le peuple qui se mobilise en masse. C'est l'arme la plus puissante. Et nous, on travaille dans ça. On est en train de construire cette masse critique qui ne fait que grandir de jour en jour, mon cher. Si on a patienté 10 ans, nous pouvons patienter 100 ans. Je parle de mobilisation populaire. Parce que le mot est à sa place. Je salue ceux qui ont fait ça. Les mobilisations populaires. C'est ça. C'est ça qui va libérer l'Afrique. C'est ça. C'est pas de prendre des armes atomiques. C'est pas de prendre les armes pour aller faire des bombes partout. Non, c'est enfantin. Le combat, comme elle est tellement sérieux que le secret, c'est ça. Et mes amis de Burkina Faso ont compris. Ils ont compris. Comme les Maliens avaient compris. Ils ont compris. Quand c'est grave, ils sont dehors. Et la communauté internationale, la pègre internationale est confondue. Ils rasent les murs, ils rasent les murs. Ils disent que, comme on dit l'autre jour, les impérialistes allemands, ils disent que c'est Poutine qui a demandé au Mali de faire ça. Vous voyez, non? Ils sont perdus. Ils sont perdus. Les Allemands qui disent que Poutine a dit, lave le caleçon des Américains, qui ne sont même pas propres. Ce sont les laveurs de caleçons des Américains. Ils ont dit que c'est Poutine qui a dit au Mali de faire. Ils sont moins que des vassaux européens. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dit, il faut tout. Ce sont des femmes de ménage des États-Unis. L'Europe là. Pourquoi? C'est le paillasson. Vous êtes gentil, c'est un gros mot. Nous, on parle au quartier, comme on dit au quartier, que tout le monde comprenne. Le paillasson, il faut aller chercher un dictionnaire. Femme de ménage. C'est-à-dire que vous voyez cette affaire. Pourquoi? La mobilisation populaire. Les mobilisations populaires. Ils savent. Quand ils voient ça, ils rasent les murs. Parce qu'ils aiment dire démocratie, ils rasent les murs. Et il faut dénigrer. C'est la Russie qui est derrière. C'est un sentiment anti-français. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire croire à l'opinion publique que l'Afrique, là, c'est pas ce qu'on croit. Ce ne sont pas des singes. Il y a des gens intelligents là-bas. Ils font comme nous. Ils font comme vous ici. Ils marchent. Hein? Ils font les mobilisations populaires. Faut pas, il faut tout faire pour casser ça. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Lorsqu'on vous dit, mon cher ami, pour revenir à ce mouvement, quand on parle de terrorisme, tout à l'heure on parlait de ça. Je fais une bifurcation pour doper mes arguments. Quand on vous dit que 70% des armes livrées à l'Ukraine sont détenues dans le marché noir, ça veut dire quoi? Tous les experts sont d'accord là-dessus à l'heure actuelle. 70% des armes livrées par l'État terroriste, qu'on appelle aux États-Unis, envoyées en Ukraine, est détourné au marché noir. C'est comme ça qu'on fabrique le terrorisme. Ils ont toujours fait comme ça. C'est Simo, mon cher aîné, qui dit que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. C'est Simo qui dit ça. Je le reprends ce soir. S'il nous écoute, qu'il me pardonne, je vais lui payer les droits d'auteur. C'est comme ça. Ils l'ont fait en Syrie.
pour envahir le Sahel par le terrorisme. C'est la même, ils changent pas leur manière de s'asseoir. On livre les armes en Ukraine tous les jours. Et même, je vous dis que 70% des armes ont disparu, détournées dans le marché. Vous voyez, ça part où? Ça s'appelle géopolitique du chaos. C'est fait exprès. Ça s'appelle géopolitique du chaos. C'est comme ça qu'on fabrique. Parce qu'il faut instabiliser le monde. Géopolitique du chaos. Quand le monde est instable, des barbares, la pègre constituée de Joe Biden, de Trudeau, de von Leyen, de Macron, et je dis bien la pègre, peut prospérer, mon cher. Oui, vous me régalez, c'est ça que c'est le mot. C'est de la pègre. Il prospère quand tu crées le chaos comme ça partout. Regardez depuis que le sénile est arrivé au pouvoir. Regardez l'état du monde. Regardez comment le monde est devenu depuis que les démocrates américains sont arrivés au pouvoir. On parle, mais les faits sont devant nous. On a fait 4 ans avec celui qu'on appelait le fou. Nous, on disait le fou, le raciste, Trump. Aucune guerre. Aucune guerre. Le monde était en paix. Arrivent les démocrates. Dirigés par, quand on va dire voyou, c'est un voyou. Mais c'est un parfait voyou, Joe Biden. Les preuves sont là. Vraiment. Vous m'interpellez. Non, non, non. Vous savez ce qu'il fait en Ukraine? Vous voulez les preuves? Qui est derrière les entreprises de son fils? Hunter Biden. Les preuves sont dans la rue. C'est dit. Mais on préfère aller perquisitionner chez Trump. Mais on ferme les yeux. On est là-bas que la justice est indépendante, non? On ferme les yeux sur Hunter Biden. Toutes les preuves démontrent qu'il est la marionnette de son père. C'est démontré. Nancy Pelosi, c'est démontré. Ce qu'ils font en Ukraine. Les noms des entreprises sont connus, je te les donne. J'ai les documents, mon frère. Vous voyez maintenant, vous voyez donc que, en nous interdisant d'appeler chat, excusez-moi de dire ça, c'est un crime contre l'humanité. Non, vous ne tuez pas l'humanité, non. Je dis que nous empêcher de dire ça, c'est comme si ça participait de crime contre l'humanité. Monsieur Joe Biden, c'est un parfait voyou, c'est de la pègre internationale. Président Badakane, vraiment, est-ce qu'on quand peut... on distribue les armes, quand on distribue... Oui, parlons de la distribution des armes, mais pas de traiter les chefs d'État des voyous. Il n'est pas chef d'État. Il n'est pas chef d'État. Je le vendis l'autre fois, je n'ai pas appelé Joe Biden président. Ce droit est sacré pour moi. Parce que qu'est-ce qu'ils font au Venezuela? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Venezuela? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie? Je vous en prie. Qu'est-ce qu'ils ont fait partout? Des dirigeants élus ont été tués, massacrés, des pays détruits. Saccagés. Vous me demandez, moi, d'après Joe Biden président, c'est un terroriste. Si j'avais de la puissance militaire comme lui, j'aurais envahi les États-Unis. C'est ce qu'il faut faire, monsieur. Calmez-vous, président. Je suis calme. Oui. Je vous assure que je suis calme. D'accord. C'est parce que vous, ça dit que nous sommes en train de... On arrive à une situation dans le monde où les civilisateurs d'hier seront civilisés. Parce qu'ils sont des parfaits sauvages. C'est ça la vérité. Des barbares, on va y arriver. Vous continuez, vous croyez qu'on va laisser ce rapport-là. Où? Mais, c'est dit... Vous êtes un homme sérieux, je vous connais. Je sais que vous aussi, président. Vous croyez que... Je vous connais très... Oui. Vous croyez qu'on peut tolérer que une femme comme von Leyen, et je me fais une violence extraordinaire de l'appeler femme, peut oser parler aux Africains? Et parler aux Africains? Von Leyen, Macron, Trudeau, Joe Biden. L'autre jour, vous avez vu la scène, non? Vous avez vu la scène, vous avez vu la scène. Je connais, vous avez vu ça. La sérénité à Mondovision. Je n'ai rien inventé. Le monde entier a vu. Mais il est sénile. C'est un constat. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas son âge qui est en jeu ici. Non. Et vous pouvez chuter, président. C'est son incapacité. Il ne sait pas ce qu'il fait, ce monsieur. Est-ce que vous pouvez chuter? Mais il s'est tué. Il tue. Il donne les armes en Ukraine. Il met le feu partout dans le monde. Et ils sont en train d'enflammer l'Afrique. Vous voyez ce qu'ils viennent de faire en RDC. Bon, vous allez appeler Blinken comme Anthony Blinken, c'est quoi? C'est un diplomate, ce monsieur? Non, je pose la question. Vous voulez que nous, on vienne dire aux Africains que Anthony Blinken, c'est un diplomate, ça? C'est un terroriste! Il ne devait pas être reçu dans aucun pays africain. Mais le temps là arrivera. Ce n'est plus loin. Anthony Blinken, on devait le chasser comme un rat. Le chasser! Il vient mettre le feu dans le Grand Lac. Oui, il est venu activer le feu. Au point où, M. Tshisekedi, l'ancien
le chouchou du Conseil en Foreign Relations aux États-Unis, se rend compte maintenant qu'il ne représente rien. Il lui a dit carrément qu'il n'y aura aucune sanction contre le Rwanda, malgré les rapports de l'ONU, des langues qui sont là. Les preuves sont là. Voilà les gens qui luttent contre le terrorisme au Mali. Voilà les gens. Where Human Watch, c'est quoi? Je vous appelle. Human Watch. Non, on ne prononce pas des choses comme ça. C'est n'importe quoi ça. C'est-à-dire qu'ils sont où? Ils sont où pour écrire sur le M23? Ils sont où? Donc, Anthony Blinken est venu, l'ONU a les rapports. Voilà l'organisation fêtière internationale qui a les rapports qui prouvent que monsieur le Rwanda, parce que le Rwanda est un État terroriste, l'ONU prend les rapports, met dans les tiroirs, et on fait les discours. On traque le Mali, on traque le Cameroun et consorts. Politisme international. Organisation voyou, ONU. Dirigée par un secrétaire général, chef de voyous. C'est le mot, c'est ça qu'il faut utiliser, ce ne sont pas des injures. Il faut que l'opinion publique mondiale, que les peuples comprennent que à la tête de cette organisation, il y a des formes humaines, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons déguisés. Et tant que ce n'est pas entré dans la tête des gens, mon cher Sidiki, nous ne serons pas en train de faire notre travail. Parce que tout ce jour-là, ils sont présentés comme des références matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'on m'enseigne, moi et vous, que quand Macron passe, je dois me mettre à genoux. Il est président de la France. Quand Joe Biden arrive, oh, c'est le chef des États-Unis, le grand pays mondial. Quand Trudeau arrive, on dit, oh là là, c'est le Canada, le président canadien, tout ça. Vous voyez des choses comme ça. Pourtant, c'est des parfaits bandits. C'est de la pègre. C'est de la pègre. Donc, les mobilisations populaires que vous voyez là, Merci de revenir et de conclure. Merci. Non, je n'étais pas hors du sujet. Non, je sais. Je n'ai pas dit que vous étiez hors du sujet. Président Badakani. Vous voyez là. Quand vous écoutez la voix de notre frère de Burkina Faso, ce monsieur-là, quand vous le regardez là, ça c'est un terroriste. Regardez-le bien. Il n'en a pas l'air. C'est un être humain. Il n'est qu'un humain, c'est mon frère de Burkina Faso. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il reste à faire quoi? Il est obligé de crier comme il crie. Ils sont obligés de se mobiliser dans un premier temps. En attendant, quand ils seront 1 million, 3 millions avec les armes comme ça, pour aller chasser l'ambassadeur de France au Burkina, entrer là-bas dans l'ambassade et le chasser. Nous parlons français à Mondovision. Oui. Parce que pour l'instant, si c'est 2 personnes qui le font, ça ne semble à rien. Mais si 3 millions de Burkinabés entrent à l'ambassade de France, c'est un acte héroïque mondial. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, on encourage ça. On salue ça et nous sommes derrière vous, frères. On est avec vous, on suit ça. Nous allons vous porter matin, midi, on va encourager ça. N'ayez pas peur. Il faut aider votre président là. C'est un ancien 5, il vient de Saint-Cy, il confond. C'est pas ce qu'on l'a enseigné là-bas, à Saint-Cy. Il a appris là-bas en termes militaires. Il faut l'aider à revenir sur le chemin d'Amiba. Il faut le ramener sur le chemin, on le lui a dit. C'est de cela qu'il s'agit. La mobilisation populaire, je chute donc. Voilà. C'est pour aider des gens comme Damiba, formé en Saint-Cy, c'est-à-dire qu'il a appris tout, c'est-à-dire rien. En Saint-Cy, on l'enseigne rien. On ne se le comprend pas. Un Saint-Cyrien, c'est un valet de la France. Je suis désolé hein, pour les hauts cadres militaires africains qui sortent de là. Mais il y en a qui ont fait leur reconversion. Je les salue. Mais généralement, à Saint-Cy, ce qu'on t'apprend là-bas, là, ça dit que vraiment, c'est pour confronter leur système militaire. Tu ne peux pas les combattre. Donc, des gens comme Damiba, quand ils sont au pouvoir, ils ont besoin de la mobilisation populaire pour les amener dans une interaction avec le peuple. Pour que ça fasse comme Assimi Goïta. C'est ça, vous comprenez, non? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, cette articulation-là, c'est de cela qu'il s'agit. Et au Burkina Faso, c'est ça qui est en mouvement. Et ça va ramener le Saint-Syrien à devenir un militaire au service de son pays, pas au service de la France. Merci beaucoup, Ravour, Président Badakani. Il nous reste quelque chose comme pratiquement 5 à 6 minutes hein, dans le cadre de ce programme. Et nous sommes obligés pratiquement de prendre, hein, je crois pour ce petit temps qui reste, la deuxième thématique de ce sujet. C'était au programme. Nous reviendrons certainement dessus au cours de nos prochaines éditions. Et deuxième thématique, c'est juste après cette courte transition.
En un tour de table et peut-être en quelques phrases, pour ne pas dire quelques mots, mesdames et messieurs, chers panélistes. Alors, en deuxième thématique, un sujet pouvant en cacher un autre. Alors, les mobilisations populaires peuvent-elles constituer des occasions pour la Russie à avancer sur le continent africain, et notamment dans le Sahel? On en a beaucoup parlé de ces mobilisations populaires dans le cadre de cette émission. La question se pose également à ce moment où Moscou jouit dans de nombreux pays du continent aujourd'hui d'une grande sympathie de la part d'une très grande partie de l'opinion. Beaucoup de pays comme la SCA. Aujourd'hui, le Mali et même le Cameroun est un pays qui a courageusement fait l'option de la diversification des partenaires avec le choix de la Russie en bonne place. Ce qui vraisemblablement irrite certaines puissances qui semblent perdre au fil des temps de l'influence de l'espace sur le continent africain. Alors, est-ce que nous sommes en train de savoir, je vais commencer par vous, Nestor Podassé, et vraiment votre prise de parole en même temps et la conclusion, votre conclusion pour cette émission. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que avec toutes ces mobilisations populaires au Mali, au Burkina, ces mobilisations peuvent aussi profiter à un pays comme la Russie qui est en train de gagner un espace sur le continent africain au moment où les puissances comme la France, dit-on, sont en train de perdre de l'influence en Afrique? Je dirais que bon, c'est possible parce que si la France se propose volontiers de nous aider et que nous on constate que la France ne nous aide pas, c'est de bonnes guerres que la France déguerpit. Une autre chose, si la Russie peut nous accompagner, parce qu'aujourd'hui, aucun État n'est comme une île pour vivre seul. On a toujours besoin de la coopération. Même les États-Unis, quand on dit superpuissance coopèrent, la Chine, la Russie coopèrent avec les autres. Donc, si la Russie est une alternative crédible et profitable pour le peuple noir, pourquoi pas? Il faut saisir l'occasion, puisqu'on dit l'occasion fait le larron. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas remplacer un maître colon par un autre colon, mais un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que le peuple noir veut aujourd'hui. Donc, si la Russie, parce que la Russie a fait ses preuves en Centrafrique, la Russie a fait ses preuves en Syrie, la Russie a fait ses preuves avec Kadhafi quand Kadhafi voulait lancer satellite. Grâce à la Russie, les technologies, aujourd'hui, nous communiquons moins cher. Donc, la Russie a fait ses preuves. Chose que les Américains et la France n'ont jamais voulu que nous soyons indépendants en termes de communication. Donc, quand nous regardons cela, c'est un très bon pas. Je pense que la Russie peut être une alternative crédible pour le moment, en attendant que les Africains soient autonomes. Donc, pour moi, c'est de la bonne guerre. Alors, donc, pour terminer, je vais profiter de dire qu'il y a tout un détachement de services de renseignement qui sont à mes trousses, qui me surveillent de près. Même quand je vais aux toilettes, ils me suivent. Quand je vais au WC, ils me suivent. Quand je vais au marché, ils me suivent. Quand je crache, ils me suivent. Ils me surveillent partout. Partout. Même hier nuit, il y a un qui est venu tourner devant ma porte. Il passe s'arrêter chez le voisin. Il tourne, il vient. Il dit, bon, tout ça, nous, on est au courant de ça. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ça parce que leur intimidation ne va pas arrêter mon combat. Rien ne peut arrêter. Nous, chaque jour au Burkina Faso, on a des frères qui meurent, on a des sœurs qui meurent. Ils n'ont pas dénoncé la France, mais on les tue tous les jours. Alors, si moi je dénonce, c'est pourquoi vous me poursuivez. Au lieu d'envoyer un détachement me surveiller là, il faut les envoyer au front, ils vont aller éliminer les terroristes. C'est de ça qu'on a besoin à l'ère là. Donc, je mets la France en garde et ses complices endogènes. Sachez que si vous touchez à un de mes cheveux, façon que vous êtes prêts, nous sommes plus près que vous. La réaction va vous étonner. Même votre ambassade, excuse-moi, comme c'est en direct, je ne peux pas parler de ça, mais si vous ne faites pas attention, ça va prendre feu. Très bien, merci. Merci de choisir les mots, c'est important. D'accord, on vous a très bien suivi, Nestor Podassé. Alors, Issa Diawara,
Alors, est-ce que vous pensez que, avec tout ce qui se passe sur le continent africain, on l'a vu au Mali, on est en train de le voir actuellement au Burkina Faso, c'est des boulevards pour la Russie, pour avancer sur le continent africain, où elle semble, lorsqu'on essaie un peu de scruter, l'Ouest semble être très bien reçue. Je dis, ce qui disqualifie la France, par exemple, c'est son CV. Mais quand vous prenez la Russie, il présente un bon CV, en tout cas à l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Sur le CV de la Russie, la Russie n'a pas un passé colonial ici en Afrique. Et ensuite, la Russie, bien sûr, est un partenaire, en tout cas un partenaire qui vend beaucoup d'armes aux Africains. Or, contrairement aux autres partenaires qui veulent maintenir les Africains dans une sorte de dépendance. Ça fait vraiment la différence. Autre chose, c'est que la Russie a réellement fait ses preuves dans les défis qui sont aujourd'hui imposés aux Africains. Il s'agit du terrorisme. La Russie a déjà fait ses preuves dans la guerre contre le terrorisme partout ailleurs. Or, les autres partenaires, en réalité, ont tout été dans l'impasse et n'ont réussi à vaincre le terrorisme nulle part au monde, puisque c'est leur produit d'ailleurs. Ensuite, la Russie, maintenant, ces partenariats, pour qu'ils soient durable, c'est à la Russie de continuer dans cette dynamique des partenariats. Il faut que la Russie ajoute à cela, en plus des ventes d'armes à l'Afrique, surtout, il faut qu'il ait les transferts de la technologie. Il faut permettre, comme aux Iraniens, il faut permettre aux Africains de fabriquer les armes. Il faut que la Russie nous aide à aller dans ce sens. Il faut permettre. Alors, quelques soucis de connexion avec Issa. Oui, alors, allez-y, Issa, vous allez chuter. Oui, c'est un appel. En dernier point, il faudrait simplement dire que la Russie doit changer de posture. C'est-à-dire quitter la posture défensive. Il ne faut pas que les pays qui ont fait le choix d'aller avec la Russie soient... Décidément, des problèmes avec Issa Diawara. Toujours des pays qui soient soumis à des sanctions et à des pressions. Donc il faut que les autres aussi sachent la décision. D'accord. L'essentiel, Issa Diawara, a été suivi. Merci beaucoup. Alors, Linda Larbaoui, alors, madame, dites-nous, concours de circonstances, est-ce un concours profitable pour la Russie avec tout ce que nous vivons sur le continent africain aujourd'hui? Si on reprend le discours de M. Poutine le deuxième ou le troisième jour de cette opération spéciale qui se déroule en Ukraine, il remonte jusqu'à Pierre le Grand. Il raconte un peu, il rappelle à son peuple l'histoire de la Russie impériale jusqu'à aujourd'hui. Donc, en conclusion, le bolchevisme communiste, le nazisme, l'islamisme et la laïcité, ils ont les mêmes patrons. C'est Wall Street. C'était ça qu'il expliquait à son peuple. Donc la Russie, ce qu'elle a subi depuis cette époque-là, nous le subissons encore. Et la Russie n'est pas sortie de l'auberge, nous non plus, parce que le combat, il est toujours là. Et c'est le même combat que nous menons. L'impérialisme international. Maintenant, il y a une chose qui est importante, j'en ai parlé, je reparle, et vous verrez que dans les temps à venir, ça va faire un boom, surtout par rapport à la France. Quand il y a eu la guerre des sables, ou même M. Modibo Keïta, c'est lui qui a un peu obligé le Maroc à se calmer avec l'Algérie, et puis on a signé des accords de paix avec la présence de M. Modibo Keïta, paix à son âme. Que visait la France à cette époque-là? Il y avait la mine de Rajbilet, ça y est, on a démarré depuis 1963 qu'on se bat. Et il y a aussi autre chose qui est très importante, et là pareil, M. Mbelek, il saura de quoi je parle. Il y a une station spatiale, la station de Hamagir. Hamagir, on a toujours forcé l'Algérie à ne pas associer la Russie, ou quand c'était l'Union soviétique, à cette station. C'est dans cette station que la France et Israël ont développé tous leurs missiles.
les missiles balistiques. Depuis que la France est partie, elle n'a pas d'endroit semblable. Et faire une station pour la conquête de l'espace, tout ça, on ne peut pas le faire partout. Donc, les manœuvres militaires qui doivent se dérouler au mois de novembre, le 1er novembre exactement, ça va être dans le Colombéchar à cette station. Ça a été annoncé officiellement il y a une semaine à peu près. Il y aura l'Égypte, il y a le Pakistan, il y a la Russie bien sûr, le pays qui accueille c'est l'Algérie, et je sais pas si c'est pas l'Azerbaïdjan, c'est le Kazakhstan qui sera présent. C'est lutter contre au Sahel, comment lutter contre les groupes terroristes, c'est ça le terme. Maintenant, avec cette annonce, je sais que Washington n'est pas d'accord, la France non plus, mais les Russes sont là et nous avons le même combat. Se débarrasser de tous ceux qui polluent nos vies. Et la présence de la Russie en Afrique, c'est un partenaire comme les autres, et puis ça s'arrête là. Aussi, autre chose. Tout à l'heure, j'ai parlé c'est important que je le dise, je profite, j'ai parlé du gazoduc Midgaz. C'est la première fois que le projet est financé avec des fonds africains. On a évincé la France, puisqu'elle se crée réellement une importance pour rester avec son armée. Donc Bazoum s'est opposé à ce que ce soit la France qui sécurise le gazoduc, il passe par le Niger, et il les a contrés, et les financements, les Français voulaient bien sécuriser, mais ils mettent pas d'argent. Donc on les a évincés, et Bazoum a soutenu que ce ne soit pas la France qui sécurise ce gazoduc. Donc même Bazoum est en train de changer de bord. Donc l'Afrique est en train de changer. Il faut profiter de cette hégémonie russe qui est en train de revenir en Afrique. Et puis il faut profiter aussi de la Chine, de l'Inde aussi. Ce sont des partenaires fiables, pourquoi pas. Et l'Algérie qui rejoint bientôt le BRICS. Et merci beaucoup Afrique Média. Merci beaucoup à vous, Linda Larbaoui. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, si on comprend ce que Linda vient de dire, si on est d'accord avec Nestor Podacé, et si on l'est également avec Issa Diawara, l'Afrique se trouve dans une perspective gagnante avec la Russie de votre point de vue. Est-ce qu'on n'est pas là en train de faire confiance à Paul alors que qui n'est pas loin de Jean? C'est extraordinaire comme question, mais j'aimerais d'abord dire une chose. Oui. Aboubacar et Sidik. Votre micro, professeur. Excusez-moi. J'aimerais dire une chose, Aboubacar, Sidik. C'est que nous, on t'aime bien. Et on sait que tu es avec nous. Mais tu fais ton travail. Malheureusement, on te met dans des situations inconfortables. Parce que c'est la lutte, quoi. En fait, quand on dit, c'est pas tu sais bien, c'est pas par toi, mais c'est la lutte. Et il faut qu'elle soit chaude. Parce qu'on en a marre de l'esclavage. Ça, c'est un préalable avant de répondre à la question. C'est cette volonté d'en finir avec l'esclavage et de motiver nos peuples. Il faut les stimuler, non? Il faut leur donner des outils, montrer que nous ne sommes pas des idéologues. Les éléments qui sont vérifiables. C'est que c'est pas, nous, on stimule pas les Africains avec une idéologie, c'est-à-dire quelque chose que ça sort purement une lubie. C'est seulement nos têtes. Non, on les stimule en disant voilà la réalité. Elle oblige à agir et comme vous agissez, continuez parce que vous êtes dans la bonne voie. Mais c'est pas l'idéologie que nous on veut absolument qu'une telle chose alors que ça n'a aucun sens, ça correspond avec une réalité. Non, ce qu'on dit tout est vérifiable. C'est ça qui justifie. Bon, maintenant il y a le CNC, mais eux ils vont pas t'embêter non plus parce que les propos nous engagent. Toi tu es un peu à l'abri. Merci pour ces précisions. Et tous ceux qui ont essayé, le CNC s'est même calmé. Est-ce qu'il blâme encore quelqu'un? Quand il blâme maintenant quelqu'un, c'est qu'il est vraiment responsable. Hein. Est-ce qu'il blâme encore quelqu'un dans ce problème de lutte pour la libération totale de l'Afrique? Parce que l'ambassade de France, là, c'est elle qui faisait ces manœuvres-là. Est-ce qu'ils ont encore du poids? La dernière fois, président Bandakani, c'était M. Dampolo qui est tombé dans le panneau, non? Ouais. Alors, ça, on lui a fait pression au niveau de ses intérêts qu'il aurait en France, là-bas. Là. Bon, mais sinon, à part ça, toi, tu n'as pas les mêmes intérêts. Bon, et puis Afrique Média, ça fait longtemps qu'il est plongé dans la lutte. Donc, s'il y avait encore des choses comme ça à essayer
de mettre en œuvre pour séquer le cocotier, il y a longtemps qu'on l'aurait fait, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est un combat, nous devons le gagner. Donc maintenant, la Russie, elle... Donc, professeur, il faut dire, c'est important de vous donner la parole et de vous amener à soutenir votre argumentaire par des éléments vérifiables et quantifiables. C'est extrêmement important. Et ce que les téléspectateurs veulent. Heureusement, vous le faites très bien, vous tous sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, la Russie, c'était Issa Diarra qui l'a... Malheureusement, sa communication mal a bien passé. Tout à fait. Et la Russie n'a rien à se reprocher en Afrique. Elle n'a jamais mis en esclavage. Laissons d'abord la colonisation. Parlons d'abord de l'esclavage. Moi, j'aimerais qu'on me donne un exemple d'un seul Africain qu'un Russe, je ne dis même pas les Russes, hein, un Russe aurait pris en esclavage en Russie. J'en connais pas. J'en connais pas. Par contre, les Russes ont été des esclaves. À différentes époques. Les Russes ont été des esclaves. Le mot slave, même parce que c'est un peuple slave, signifie ce que ça veut dire. Depuis l'Antiquité romaine, les Russes ont été esclaves. La Russie, même le nom russe, même, n'est pas un nom russe. Russe, c'est un nom scandinave. Et quand ces gens-là sont arrivés, ils ont d'abord commencé par mettre les Russes en esclavage. Ce qu'on appelle Russes aujourd'hui. C'est-à-dire les esclaves, quoi. Je répète, russe, quand on dit russe, ce n'est pas un nom, c'est un nom scandinave, Europe du Nord. Ce n'est pas un nom russe. Quand on dit Roustokiev, ce n'était pas des Russes, comme on voit aujourd'hui. C'était des Vikings qui ont pris ce nom de Russe. C'est pas scandinave. C'est pas russe, c'est scandinave. Ok? Les deux Russes. La preuve, on dit la Biélorussie, c'est la Russe blanche. Quand on dit noir, par exemple, tout à l'heure, Nestor, nous on est clair, hein? Même Linda Larbaoui, elle a précisé, elle a parlé de son fils. Son fils, certainement que, bon, quand on voit Linda Larbaoui, son fils, franchement, sauf s'il ne donne pas son nom ou son prénom ou dit que sa maman est algérienne, je ne crois pas qu'on va le soupçonner d'être d'origine quelconque. Mais dès qu'il va dire, ma maman, ah, c'est fini, elle a donné l'exemple tout à l'heure, ok? Donc ça, cet état d'esprit-là, qui fait qu'on identifie la personne par rapport à ses origines, je sais que ce n'est pas occidental non plus, il est bon temps de le dire, à la base, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, mais au départ, ce n'est pas occidental. Ce sont des populations, des gens, je ne sais même pas d'où ils sortent. Parce que, président, on s'est posé la question, quel est le lien entre juifs et hébreux? C'est à démontrer, scientifiquement. Parce que tout le monde, les Hébreux, tu lis la Bible, tu lis le Coran, on parle des Hébreux, des Hébreux, des Hébreux. Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a en Italie, par exemple, pour dire juif, ils continuent à dire hébreu. Ça renvoie toujours à hébreu. Mais c'est pas le cas en français. Juif et hébreu, c'est différent. Même en Russie, c'est pas pareil. En Allemagne, c'est pas pareil. Ok. Jude, juif, et hébreu, c'est un autre mot qui veut dire, qui est proche de hébreu en français. Voilà. Bon, alors, dans la question, c'est ces gens-là, que moi j'appelle les talmudistes, je ne sais pas quelle est leur origine, franchement, jusqu'à présent, je pose des questions. Parce que moi, Jean-Paul Bellec, mon nom Bellec, il vient de l'hébreu. Mais je ne me sens pas parenté à eux, quoi. Pourquoi? Pas par la couleur, pas par la religion, non. Par les mœurs. Cette façon de mépriser l'humain, de le rendre esclave, de le massacrer sans vergogne, couper les têtes sans gaillon, bombarder, mettre à la mer sans sépulture. Cette façon-là, nous ne reconnaissons pas là-dedans. On ne sait même pas qui a inventé ça. Ça vient d'où? C'est terrestre, c'est extraterrestre, on ne sait pas. Mais ils le font. Et ils ont contaminé les Européens. Voilà comment ils deviennent racistes vis-à-vis des Noirs. Vous ne lirez jamais sous la plume d'un Grec ancien ou d'un Romain, alors qu'ils ont conquis même certaines parties de l'Afrique du Nord, vous verrez jamais un seul récit raciste. Sortez-moi un auteur latin raciste. Raciste vis-à-vis des Noirs, hein. J'en connais pas. Moi, j'ai une culture latine, je connais pas. Et surtout pas les Grecs. Je veux qu'on me montre la preuve. Donc, maintenant, on vit des choses. Et il y a des explications à apporter, c'est pas évident. Peut-être qu'il faudra encore. Mais ce qui est sûr, c'est que l'humanité va mal à cause de ces gens-là. Donc, pour revenir sur la Russie, je dis que premièrement, eux, ils n'ont jamais mis les Africains en esclavage. Par contre, eux, ils ont subi. Ils n'ont jamais colonisé l'Afrique. Par contre, ils ont essayé de protéger, par exemple, l'Éthiopie. Et vous savez pourquoi ils le faisaient pour l'Éthiopie? Pourquoi ils sentaient une affinité particulière pour l'Éthiopie? D'abord parce que c'est chrétien. L'Éthiopie était reconnue comme une nation chrétienne. La deuxième chose, c'est que leur auteur, celui qui a mis la langue russe au firmament, à savoir Pouchkine, son grand-père maternel, à l'époque, pour eux, ils pensaient qu'il était d'origine éthiopienne. Pouchkine a écrit sur son grand-père. L'Éthiopie d'aujourd'hui, c'est l'ancienne Abyssinie. Pouchkine a écrit sur son grand-père, il n'a jamais parlé de ça. Mais il a donné des noms. Parce que vous savez qu'en Afrique, il y a des récits. Donc le grand-père lui a fait des récits. Il parle de Logone. Donc les recherches ont été faites.
Et c'est là qu'on trouve que, en fait, son grand-père était d'origine camerounaise, le nord du Cameroun, un village du nord du Cameroun. Et il y a même encore aujourd'hui un village qui s'appelle Logone. Je ne parle même pas du fleuve Logone, hein, le village même. Or, en Éthiopie, il n'y a pas de Logone. Et ces recherches ont été poussées par un autre frère béninois qui s'appelle Dieudonné Niamankou. Il a même publié là-dessus. Pour chuter, professeur, parce oui, que ben, là, je on chutais. est arrivé pratiquement... Je vais chuter. Oui. Donc, je dis que la Russie a même défendu l'Éthiopie. Vous voyez. Donc, à travers l'Éthiopie, c'est l'Afrique. Mais vous savez comment Haïlé Sélassié a été accueilli à la SDN? On s'est moqué de lui. Lorsque l'Italie refait une deuxième invasion, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la chanson de Bob Marley, War, until the philosophy, etc. C'est-à-dire que tant qu'il y aura cette philosophie qui fait que on juge les gens par la couleur de leur peau, ok, au lieu de regarder la couleur des yeux, eh ben, il y aura toujours la guerre. Ça, c'est la chanson de Bob Marley. C'est une partie du discours de Haïlé Sélassié à l'ONU. On l'a traité de nègre. Haïlé Sélassié, alors qu'il était roi, on s'est moqué de lui. Et il a été accueilli par les Jamaïcains de le mouvement Rastafari. Ras, Roche chez les Hébreux, Raïs chez les Arabes, Ras chez les Éthiopiens, Ras Tafari, c'est le prénom de Haïlé Sélassié. Donc Rastafari, c'est-à-dire le roi, le chef Tafari. Et c'est voilà comment le mouvement Rastafari est né. Parce qu'ils ont accueilli Haïlé Sélassié en Jamaïque. N'oubliez pas ça. Voilà. Et que la Jamaïque est la terre de Marcus Garvey, qui parlait du panafricanisme et qui prônait même le retour de ces... Puisqu'on n'en veut pas en Amérique, qui puissent retourner en Afrique, la terre de leurs ancêtres. Alors, donc, je vais donc chuter pour dire que la Russie n'a rien sur. Je regardais même, il va y avoir des manœuvres là, dans cette partie là, à Maguire, là, dont on parlait de Linda Larbaoui, effectivement. C'est même une base qui a été rétrocédée à l'Algérie en 1967 lors des accords d'Évian. Voilà. Et, enfin, plus tard, mais ça faisait partie des accords d'Évian. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes, ils vont faire, avec les Algériens qui accueillent, ils vont faire des manœuvres. Elle a parlé du Kazakhstan et beaucoup d'autres pays. Mais est-ce que vous avez entendu que les Français ont fait des manœuvres dans un pays africain, dit francophone, avec d'autres... Des Africains surtout. Avec des Africains, et aussi en invitant d'autres pays. Parce que si on invite des gens d'autres pays, c'est pour mieux apprendre ensemble comment combattre dans telle ou telle situation, à savoir un problème commun qui est le terrorisme. Merci. Les Russes le font. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas là pour vous embêter. En plus, les Russes n'ont pas de problème de matière première. Pauvreté en matière première des peuples occidentaux et criards. Eux, ils ont des matières premières. Donc, ils ne viennent pas pour piller. Monsieur Macron, il vient ici. Vous voyez, je dis Monsieur Macron. Il vient, il dit que les Russes, ils viennent se servir. Wagner se sert sur le Mali, sur la bête. C'est faux. Puisque les Russes n'ont pas besoin de ça. Ils ont ça déjà. Mais qui le fait? C'est la France. L'uranium. Pourquoi, pendant que nous parlons là, pour nous mettre en défaut, pourquoi ils ne créent pas 3 centrales nucléaires pour le Niger, pour qu'ils aient l'électricité, mais ils continuent à piller? Vous voyez, c'est du mensonge, et leur mensonge ne fait plus. On l'a assez entendu, ça ne résonne plus. Donc, la Russie est bienvenue en Afrique. Merci beaucoup à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Alors, président Bandakani, avec tout ce qu'on essaie un peu de voir se dérouler sur le continent africain, des mobilisations au Mali, aujourd'hui au Burkina, est-ce que ces mobilisations sont à même de gagner d'autres pays africains? Est-ce que ce sont des boulevards ouverts pour la Russie qui semble gagner de plus en plus en sympathie en Afrique? Il y a 10 ans, si on avait dit aux impérialistes terroristes qui détruisent l'Afrique, ça allait être comme ça, ils n'auraient pas cru. Nous y sommes. Nous y sommes. Alors je vous ai dit que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Vous croyez que le monde sera en paix sans que l'Afrique ne règle ses problèmes? C'est impossible. Il n'y aura pas de paix dans le monde tant que l'Afrique n'est pas rétablie dans ses droits. Je l'ai dit depuis très longtemps. Il faut être quelqu'un de pas civilisé pour penser le contraire. C'est-à-dire de ne pas être civilisé veut dire que tu ne connais pas l'articulation de la terre et du ciel. C'est-à-dire où tu nies l'existence du vrai Dieu. C'est ça un sauvage. Les civilisés, c'est-à-dire les gens qui craignent réellement Dieu, je dis réellement Dieu, le vrai Dieu, savent qu'il n'y aura pas de paix sur cette terre tant que l'Afrique n'aura pas été réhabilitée et établie dans ses droits. Et ce rétablissement sera l'œuvre des Africains, qui amènera les peuples du monde, épris de liberté et de paix, à réparer l'injustice que le continent subit. Aussi vrai que nous sommes une seule humanité. Mein Kampf, on va parler d'humanité. Ce sont des paroles que nous disons avec beaucoup d'aisance, et les gens pensent que c'est un jeu. Mais il y a de la puissance qu'il y a dans ces paroles. Plus qu'une bombe atomique, plus que 4 bombes atomiques réunies, plus que les armes nucléaires
des Américains de l'Occident. Ce que nous sommes en train de dire là. Ce n'est pas la présence russe, ce que vous appelez l'implantation russe, est la conséquence directe de la méchanceté impérialiste de l'Occident. C'est l'échec des Occidentaux en Afrique et dans le monde qui fait grandir la russophilie qu'on observe chez les peuples dans le monde en général et en Afrique en particulier. C'est l'inconsistance historique de l'Occident et son incapacité à assumer son histoire dans le sens d'une honnêteté élémentaire qui aurait été la conséquence naturelle de leurs origines soi-disant judéo-chrétiennes, soi-disant. Parce que mon cher Sidiki, quand tu as reçu, il faut savoir donner. Et quand tu as beaucoup reçu, il faut savoir beaucoup donner. Les Occidentaux ont tout reçu pratiquement gratuitement des autres peuples. Ils ne savent pas ce qu'on appelle. Ils aiment parler de responsabilité globale, de responsabilité internationale. Ils ne savent pas ce que c'est. Avant eux, les peuples ont géré les responsabilités internationales, universelles. C'est ça l'histoire, avant qu'eux. Est-ce que ces peuples se sont comportés comme ça? Non, c'est la vérité historique. C'est bien le gambandé de sautier. On a la conscience de l'humanité. Nous avons un rôle international à assumer. C'est le travail des Américains. Est-ce que les sauvages peuvent assumer des responsabilités mondiales? Des sauvages? Un État sauvage comme les États-Unis peut assumer quelles responsabilités? Ils ne savent que tuer, voler, détruire. Ils ne peuvent pas. C'est ça qui fait monter la Russie dans le monde. C'est ça qui amène les peuples. Je prends un exemple. Vous avez conquis un pays comme la RDC depuis des siècles, en tuant, en coupant les mains. C'est l'histoire du voyou qu'on appelle Léopold II. Un État voyou comme la Belgique. Et ils ont encore fait preuve de volontisme en nous ramenant la dent de Lumumba, soi-disant. Des sauvages. Vous avez conquis un pays comme la RDC. Vous pouvez me dire, Monsieur Malik, si les États-Unis, comme vous les appelez, étaient à la hauteur de leur bavardage sur leur messianisme soi-disant, vous pouvez me dire ce qui a empêché les États-Unis de faire de la RDC, par exemple, un modèle que les Africains auraient pu apprécier et embrasser l'Occident? Je vous pose la question. Ce n'est pas à vous de répondre à mes questions, mais je parle au monde. Qu'est-ce qui les empêche? Mais qu'est-ce qu'ils font? Regardez aujourd'hui comment les Congolais, les Aïrois, crient après la Russie. Pour dire, Russe vient. Même Tshisekedi, mais c'est extraordinaire. Tshisekedi, monsieur Tshisekedi, qui aurait pu imaginer? Il est tellement accroché aux Occidentaux, vraiment, ça dit que pour lui, quand il salue un Américain, il croit qu'il est au ciel. Il se rend compte que ces gens ne sont pas fiables. Et qu'il doit apprendre ce qu'on appelle une véritable diversification de partenariats, préalable à toute émancipation dans les conditions actuelles. Peut-être qu'il doit apprendre ça maintenant. Il a fallu qu'il arrive au pouvoir. Il rompt l'alliance avec son prédécesseur parce qu'il comptait sur le Council of Foreign Relations des États-Unis, dans lequel ses patrons français et consols l'ont placé. Il comptait sur ça. Hein? Les réseaux belges de son père, qui a taillé Lumumba, qui a appelé Lumumba crapaud, papa Tshisekedi, père. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'a pas compris la géopolitique mondiale. Il ne comprend même pas la vocation de son pays. Il comprend ça maintenant. Parce que les Américains, qu'est-ce qu'ils lui font? Ils opposent un petit Rwanda au mastodonte qu'on appelle RDC. Tu sais que tu regardes. Il crie. Il y a un rapport de l'ONU qui parle. Mais Blinken, petit terroriste, en villégiature en Afrique, lui dit que non, le Rwanda, on ne sanctionne pas le Rwanda. La RDC, le petit Rwanda. Oui, il n'y a pas de petit pays, mais j'appelle le Rwanda petit pays par rapport à la RDC. Donc c'est ça
qui fait aujourd'hui que les peuples pensent que la Russie, c'est une bonne chose. Ils crient à la Russie, ils disent bonne chose, les Russes, venez. C'est ça. Les meilleurs agents propagateurs de la présence russe en Afrique, c'est l'Occident. Merci. Le meilleur agent propagateur de la Russie en Afrique, c'est l'Occident. Quand j'ai dit ça, vous voulez que je chute, je vais donc chuter. Allez-y, merci beaucoup, Président. Depuis 1 ou 2 ans, les Occidentaux, battus au niveau de la géopolitique, discours géopolitique par les panafricanistes, j'ai dit bien battus, ont inventé une pirouette maintenant. Il s'agit de dissoudre le panafricanisme dans ce qu'ils appellent la russophilie. C'est-à-dire que nous avons fait allégeance à la Russie. Donc on remplace l'action panafricaniste par la soi-disant président russe. Une fois encore, l'échec. L'incapacité de parler avec les Africains. L'échec. Les Français, les Européens, les Américains ne peuvent pas parler avec les Africains parce que pour eux, nous sommes des esclaves. Il faut à tout prix inventer un parrain partout. Chaque fois qu'un Africain réfléchit, il faut lui créer un parrain, il faut lui créer un tuteur. Il va réfléchir par lui-même. Ils disent que maintenant il parle de Russes. Quand on a commencé cette affaire ici il y a 10 ans, où étaient les Russes ici? M. Aboubakar. C'est M. Poutine qui nous a dit de commencer l'affaire ici. C'est M. Poutine. Pas vraiment. Même pas un président africain. Même pas. Même pas un chef d'État africain nous a dit de commencer l'affaire ici. Personne. Mais tout le cas de la France. La France le sait. Au lieu d'engager une discussion sérieuse et honnête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non. Ils sont stipendiés par la Russie. C'est la Russie qui les paye pour insulter la France. Avec ça, vous expliquez que tous les jours, des millions d'Africains rejoignent le camp du combat. Ça s'appelle de l'incompétence. Ça s'appelle de la fainéantise. Ça s'appelle de l'inconsistance au niveau des dirigeants occidentaux. Tant pis pour eux. La parenthèse de leur domination sur le monde est fermée. C'est la loi de l'histoire. Personne ne va pleurer sur l'Occident. Personne, au contraire. Merci beaucoup à vous, Président Bandakani. Alors, doyen, docteur Bassi Lequin, enseignant à l'Université Saint-Jérôme, c'est avec vous que nous allons mettre un point à cette émission, le débat panafricain de ce dimanche. Alors, docteur, vraiment, que retenir de tout ce que nous avons dit ce soir? Quel message à l'Afrique aujourd'hui? À mon avis, nous avons un message en 3 volets. Le premier volet, beaucoup de gens en Afrique comme ailleurs disaient à Afrique Média, c'est des chiens qui aboient, ça n'empêchera pas la caravane de passer. 11 ans plus loin, on voit bien que la caravane est en train de tituber. Premier aspect. Deuxième aspect, il ne s'agit pas pour les Africains de se libérer de l'Occident pour se jeter dans les bras d'un autre dominateur exploitateur. Non, parce que l'expérience a prouvé que ce n'est pas en changeant de maître qu'un esclave devient libre. Il s'agit de nous libérer totalement, intégralement, complètement. De telle manière que qui que ce soit qui viendra en Afrique devra coopérer, devra collaborer d'égal en égal. Si ce n'est pas ça, le nouvel ordre mondial que nous attendons ne viendra jamais. Troisième et dernière chose, vous savez, nous n'avons pas choisi la Russie, hein. Nous avons démarré avec le panafricanisme ici, parce que nous constations un échec total pour l'avenir de l'Afrique, dans le monde tel qu'il était géré et gouverné jusque-là. C'est ce que nous avons dénoncé. Il se trouve que l'Occident, par ses grossièretés, par ses ambitions, par sa volonté illimitée de nuire et de gagner à tous les prix, eh bien, a ouvert son portillon africain à la Russie. Et nous disons, tant qu'à
abattre la maladie, toutes les thérapies sont bonnes. Et il se trouve qu'avec les Russes, ce pourrait être une thérapie qui va aboutir. Nous le croyons fermement et ce n'est pas pour ça que nous rejetons tous les autres. Vous savez, l'humanité est partie d'Afrique. Ça signifie que nous avons quelque chose que tous ceux qui sont dans la diaspora aujourd'hui n'ont pas. Alors, nous avons gardé les racines de l'humanité. Les Occidentaux n'ont pas à craindre. C'est sûr, ils ne domineront plus jamais la planète comme ils l'ont fait jusqu'à date. Ils ne vont plus exploiter les autres peuples impunément et discrétionnairement comme avant. Mais une fois que l'Afrique aura été libérée, avec l'aide de la Russie, de la Chine et d'autres pays qui voudraient entrer dans le combat, eh bien, nous tendrons la main au reste de l'humanité parce qu'il n'est pas bon d'être heureux tout seul. C'est ça l'erreur fatale de l'Occident. Ils ont cru que le bonheur c'est pour un groupe d'individus, le noyau dirigeant, et que tous les autres, y compris les Occidentaux, savez-vous qu'aux États-Unis, le pays le plus riche de la planète, tout le monde ne peut pas se soigner. Donc, tout, c'est le libéralisme débridé que je dénonce souvent. Eux, ils ont cru que dès lors qu'on peut s'enrichir, eh bien, tant pis pour les autres, et l'humanité va exister comme ça. Nous, nous disons, il est bon que l'humanité coopère ensemble pour qu'il y ait plus de bonheur, plus de joie de vivre au sein de notre planète, parce que nous espérons que la vérité finira par triompher. Le doyen, docteur Basilekan, enseignant à l'université Saint-Jérôme. Docteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tout le sacrifice que vous faites pour le débat panafricain. Mesdames, Messieurs, nous n'allons pas partir de ce studio sans remercier également Nestor Podassé qui était avec nous en multiplex depuis le Burkina Faso. Merci également à Issa Diawara, analyste politique. Merci également à Linda Larbaoui, analyste politique spécialiste des questions sécuritaires. Madame, merci beaucoup. Merci également à vous, professeur Jean-Paul Bellec, panafricaniste. Je vous en prie, professeur. Non, pas Issa, Nestor Podassé. Nestor Podassé, allez-y. On est dans le combat. Oui. Et on n'est pas seul dans le combat. Donc, il ne doit pas être isolé. Et s'il n'est pas isolé, il n'a rien à craindre. C'est un groupe qui combat. Ce n'est pas le combat d'une personne. On ne s'approprie pas ce combat-là, panafricaniste. C'est panafricain. C'est au-delà d'un pays, c'est l'Afrique. Et sa diaspora, hein, on ne le dit pas souvent. Mais... Donc, il ne doit pas se sentir isolé. Et je sais que pour les insinuations, ça ne l'impressionne pas. Mais il ne doit pas se sentir isolé. Il ne doit jamais quitter ce point de vue-là. C'est que c'est un combat de groupe. Donc, il doit être dans le groupe. Et s'il est dans le groupe, il est d'office protégé. C'est vrai qu'il est exposé dans la mesure où c'est le Burkina Faso, il y a encore une base militaire française, voilà. Mais pour autant, il est avec des camarades de confiance. Donc, merci donc. Qui garde confiance et il ne lui arrivera rien dans ces circonstances. Le message est passé et c'est entendu. Merci donc à vous, professeur Jean-Paul Bellec, panafricaniste. Merci. Nous voulons aussi dire merci au président Bandakani, homme politique, président du parti politique Nouveau Mouvement Populaire. Président, ça fait toujours plaisir de vous avoir sur ce plateau. Encore merci. Merci à vous. Je ne partirai pas pour me rattraper sans témoigner ma reconnaissance au journal Le Messager, que vous connaissez très bien, au Cameroun, le journal Le Messager, un journal historique dans notre pays, du feu plus Diawé, qui nous a aussi accompagnés dans l'organisation de ce 6e congrès panafricaniste. Donc je dis merci au journal Le Messager et il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble avec ce journal qui est attaché, n'est-ce pas, au combat panafricaniste. Merci beaucoup à toi, Sidik. Pas facile de gérer un plateau, nous sommes assis, mais vous êtes un grand journaliste et vous savez toujours nous accompagner. Merci beaucoup à vous, président Bandakanir.